Et on y est. Ah, c'est génial d'être en live. Alors, eh ben, bonjour tout le monde, bonjour YouTube, Spotify, Twitch, enfin, toute la clique, hein, parce qu'on est partout. Il faut être partout à l'heure d'aujourd'hui, vous vous rendez compte. On est avec Théo. On est avec Théo. Bonjour Théo. Bonjour. N'hésite pas à parler bien fort. Je sais qu'ils sont intimidants, ils sont déjà 6, c'est énorme. C'est sûrement le plus grand stream qu'il y a en ce moment sur Twitch, donc c'est intimidant pour plein de monde. Voilà. De toute façon, j'ai mes espions un peu partout qui auront pour mission de me dire si le son est trop fort, pas assez fort, est-ce qu'on t'entend, est-ce qu'on ne m'entend pas, est-ce que la musique de fond est trop forte. Bonjour Undead Killer, ce surnom n'a pas changé depuis environ 20 ans. Il y a même des gens qui sont nouveaux, voilà, qui viennent d'arriver. Je bois un peu de thé parce que je suis accro. Alors Théo, du coup, tu es en thèse, tu as 20, Sept, je crois. Oui, 27. Ok, parce 27. que j'ai écrit 27, mais je sais que pour Aurélie, je m'étais trompé et je l'avais un peu rajeuni. Voilà, je dis les secrets. Mais attention, Aurélie est très jeune, hein. Euh, alors, que me disent mes espions? Ok, pas de soucis. Alors, mes espions me disent que je vais augmenter le son de Théo, comme ça Théo on va pouvoir l'entendre quand il parle. Alors, Théo, du coup, tu es en contrat doctoral en chimie pour des raisons assez obscures, vu que la physique c'est mieux. Euh, Avant d'être à la fac, avant du coup d'entamer les études supérieures, enfin, après le bac en tout cas, tu as fait d'abord une année de prépa. Hein, Oui, les fameuses classes préparatoires aux grandes écoles, CPGE, tout le monde dit juste la prépa. mhm. T'as fait un an de prépa, si je dis pas de bêtises. Moins d'un an. Moins d'un an. C'est-à-dire que la prépa était affreuse dès le départ. Ah, oui. Ouais, ouais. La prépa, c'était... Alors, globalement, pourquoi j'en ai fait une, c'est parce que quand on est lycéen et qu'on s'en sort plutôt bien en mathématiques et en sciences fondamentales, on dirige souvent les élèves vers une prépa. Ils savent pas trop quoi faire. Tout à fait. Finalement, en fait, ça ne correspond pas du tout à tous les profils. Je pense même que ça correspond à assez peu de profils, en fait, la prépa, au final. C'est quelque chose de très... il faut avoir un certain aplomb, je dirais, et une certaine résistance plus que des connaissances, il faut avoir une rigueur, en fait, pour aller en prépa, mais pas forcément dans le bon sens du terme. Euh, En fait, je pense que c'est surtout une question de, est-ce qu'on est capable de travailler à fond, d'étudier à fond? Ça, c'est pas forcément une question d'intuition au niveau des sciences, c'est plus une question de charge de travail, de capacité à juste accumuler plein de choses. Euh, il y avait aussi quelque chose que j'avais remarqué. Alors, je sais pas hein, si j'enchaîne trop vite sur autre chose, Mais tu dis tout ce que tu veux mais dans la limite du raisonnable. la prépa, c'est quelque chose qui est assez, pour certains, alors en tout cas pour moi, je venais d'une petite ville de campagne et c'est là que j'ai vu pour la première fois des gens qui étaient d'une autre classe sociale. Mhm. En fait, ça, c'est-à-dire que moi, pour pouvoir être en prépa, j'avais besoin d'un appartement en colocation avec quelqu'un. On devait s'entraider pour gérer un appartement à deux alors qu'on venait tout juste d'être majeur. Mais la plupart des jeunes qui étaient en prépa dans ma classe venaient de gens qui habitaient en ville et qui étaient plutôt aisés. Donc certains avaient leurs parents qui pouvaient encore les aider le soir pour les devoirs, leur faire les repas, etc. Mhm. Et tout de suite, en fait, ça crée un décalage que j'avais jamais vu avant, en fait, des bourgeois, en fait, ben, c'est la première fois que j'arrivais à me confronter à ça. Et donc, trop compliqué. Ok. Malgré les aisances, Ouais. ça passait pas. Ouais, donc tu dirais que c'est la charge de travail qui est demandée en prépa qui a fait que ça n'a pas été possible, plus le contexte, comment on pourrait dire, socio-environnemental, qui a Mhm. fait que la prépa, en fait, ça n'a pas fonctionné pour toi. Ouais, je pense. Ok. Il y a une histoire aussi de comment on parle aux étudiants en fait en prépa, hein, parce que il y a toute cette culture des cols, qui sont des examens en fait, toutes les semaines, où les étudiants en fait se retrouvent une heure face à un tableau, à bloquer face à des questions et juste à se faire mal parler par les profs. Mhm. Euh, Parfois ça se passe plutôt bien, mais parfois ça est.
c'est fréquent que ben, ça se passe pas bien. C'est pas que mon cas d'ailleurs, hein, c'était le cas de beaucoup de... Disons que ça alternait qui était la cible du prof, quoi, tel jour ou tel jour. Ok. Donc en Donc, fait, ouais. Donc après ça, c'est des choses qu'on. C'est marrant parce que ça, c'est des choses qu'on n'entend pas forcément avant d'aller en prépa au lycée. C'est pas quelque chose qu'on va te dire. On va juste te dire, mais si, va en prépa, BCPST ou PCSI ou je sais plus c'est quoi les autres lettres parce que c'est qu'une succession de lettres insupportables. Mais c'est vrai que voilà, on va dire ah si la prépa c'est bien parce qu'on travaille et souvent on fait un contraste assez net marqué avec l'université, la fac, où on tout à va te fait. dire que en prépa, bah, on travaille et puis à la fac, c'est les vacances. Alors du coup, t'as arrêté la prépa parce que ça ne te convenait pas et parce que Ouais. juste la prépa ça ne convient pas à tout le monde. D'ailleurs, est-ce que ça convient à beaucoup de monde Je ne suis pas sûr. Alors, je connais des doctorants qui sont passés par là, qui Ouais. ont terminé leur prépa, même leurs écoles d'ingé, et qui ont pu réussir à faire une thèse. C'est pas le profil le plus courant, je pense, Mhm. mais ça arrive aussi. C'est aussi une méthode pour y arriver. Ah oui, attention, je dis pas que c'est quelque chose d'impossible, hein. Je dis juste que voilà, la prépa, on sait que c'est quelque chose de très exigeant, Ouais. des exigences qui parfois peuvent paraître un peu particulières, on va dire, pour être dans le politiquement correct. Et du coup, après ces quelques mois en prépa, tu as rejoint la fac, du coup, physique-chimie au départ, Oui. et tu t'es dirigé vers la chimie. Alors pourquoi la chimie plutôt que la physique du coup? Euh, alors, je pense qu'il y avait une part d'aisance avec les matières. J'avais Mhm. simplement plus d'aisance avec la chimie, plus d'attrait peut-être vers le type de problématiques qui sont posées, de la manière de réfléchir qu'on te propose. Et puis aussi parce que pour les débouchés, je me voyais plus aller essayer de, même si je n'avais pas de débouché clair en tête, que ce soit un laboratoire d'analyse ou des analyses en environnement, ou ce genre de choses, je me disais que ça pouvait me plaire pour la suite. Même Ok. si c'est toujours assez dur de se projeter. Hmm. J'avais pas le projet de thèse dès le départ. Ouais, ouais. C'est-à-dire que donc tu avais 19 ans, tu étais à la fac, et à ce stade, tu ne savais toujours pas ce que tu voulais faire de ta vie. Pas du Alors tout. que quand même, on t'a déjà posé la question quand tu étais en cinquième, tu aurais pu le savoir à l'époque. Quoi. Et ouais, Faut faire des efforts aussi un petit peu. Du coup, tu as fait tes études en chimie à l'université, tu as eu ta licence, tu as eu ton master, et après ton master, et c'est ça qui fait que ton parcours est différent de ben, peut-être beaucoup d'autres ou d'une majorité d'autres, c'est que tu n'as pas enchaîné le master 2, donc la deuxième année de master, avec la thèse, tu as eu une année de coupure, une année de césure, on va pas dire une année sabbatique parce que t'es pas forcément parti en vacances, hein, non, pas du tout. sabbatique ça sous-entend quand même les vacances. Alors sans entrer dans le détail de pourquoi du comment, est-ce que l'année de coupure entre le master et la thèse, ça a été compliqué, le retour après à la thèse? Ou est-ce que, et aussi, est-ce que quand tu étais en master, tu savais que tu voulais faire une thèse, mais tu as dû faire cette année de coupure et ça t'a, on va dire, dérangé dans ton projet professionnel? Ou est-ce qu'au final, à la fin du master, la thèse, t'y pensais pas trop et du coup, tu as fait ton année de coupure tranquillement? Et il y avait plusieurs choses. En fait, déjà, avant ça, pendant le master, j'étais dans un master où il y avait pas mal de stages. Mhm. Du coup, ça a permis de tester un peu le privé et puis le public. Et je me suis retrouvé déjà dans un laboratoire en stage, qui est le laboratoire où maintenant je suis en thèse. Et alors là, c'est un peu de la chance, je dirais aussi, très franchement. Je me suis très bien entendu avec l'équipe, ce qui fait que ils avaient envie de me garder après pour la thèse. Alors, le problème, c'est que de toute façon, le financement de thèse n'était pas disponible tout de suite. Mhm. Et puis, en plus, moi, j'avais besoin de gérer deux, trois trucs de mon côté. Donc, il fallait que je coupe un an. Mais en même temps, je savais déjà qu'il y avait de très fortes probabilités pour que je puisse commencer une thèse là-bas. D'accord. Donc, il y avait en quelque sorte alors je dirais pas une promesse parce qu'il n'y avait pas rien de confirmé. De toute façon, le sujet de thèse est toujours soumis à concours. Mhm. Enfin, il y a entretien plutôt. Il y a des entretiens et ça doit être fait dans un cadre légal qui a été c'est très strict. N'empêche que ben, je savais que j'aurais peut-être postulé dans les années qui viennent.
qui a fait que ben, j'ai pu postuler et mon profil a été retenu quoi, par la suite, malgré l'année de césure, parce qu'en fait, bah, je pense qu'une partie des choses, c'est que le parcours que j'avais fait en master, les stages notamment, aident à pouvoir s'insérer plus vite dans le sujet de thèse. Mhm. Et donc, en soi, l'année de césure n'a pas été compliquée. Elle peut l'être. Je sais que je peux pas dire à tout le monde, ouais, partez, allez faire des trucs ou libérez-vous après le master. Je sais qu'en vrai, ça peut poser des problèmes. J'ai eu beaucoup de chance, je pense. Mhm. Euh, alors du coup, oui, c'est vrai que ça c'est quelque chose dont on ne parle pas forcément parce que généralement je parle plutôt de la thèse ou du postdoc un jour. Tu as parlé du stage, enfin deux stages, enfin au pluriel, le stage de Master 2. Euh, Tu dirais que ton stage en M2, enfin ce stage-là en M2, est-ce que ça a été un genre de, de présélection ou de, comment, de mise en bouche pour le sujet de thèse et qu'au final, bonjour à ceux qui arrivent encore maintenant, ah, Bon, ben, Nico Colesticotte, Cocolastico en somme, hein, pour ceux qui ont dans la ref. Voilà. Est-ce que tu dirais que, voilà, que ton stage de M2, ça a été en fait 6 mois de thèse, mais en avance? ouais, un petit peu. Ouais, 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 en vrai, oui. ok. Donc, Euh, on pourrait dire en fait aux étudiants en M2 qui pourraient nous regarder ou nous re-regarder ou nous écouter qu'au final choisir son stage de M2 c'est hyper important parce qu'il y a de fortes chances pour qu'en fait ça soit aussi le début de leur thèse. je pense pas qu'il faut se mettre la pression non plus. Ouais. Euh, mais ça peut. Des fois, ça peut. Alors, le laboratoire, après, il n'a pas toujours le contrôle sur quand est-ce qu'il aura des financements. Mhm. Avoir des financements de thèse, parfois, c'est compliqué hein, pour les laboratoires et pour les chercheurs. Euh, mais disons que c'est une possibilité à laquelle il faut penser sans, je pense, se mettre la pression de c'est maintenant ou plus jamais. Oui, bien sûr. Ok. Pas forcément le cas. Alors du coup, tu as cette. Après, encore une fois, Ouais. je parle toujours de ce que je connais, hein, donc vraiment d'un domaine très spécifique de la chimie. Ça se trouve, un laboratoire en sciences humaines, ça va pareil. Mhm. J'y connais rien, malheureusement. Oui, de toute façon, ça c'est toujours le cas en sciences. Tout ce qu'on dit en sciences, c'est toujours dans l'état actuel des connaissances. Voilà. Et dans notre petite niche, C'est souvent, ça, parce que, c'est ça. Voilà. Moi, je vois, dans ma profession en tout cas, je disais des choses aux gens en début d'année qui, après un article qui a été publié en juin de cette année, ne sont plus vrais. Donc il faut qu'ils reviennent pour que je corrige ce que j'ai à leur dire. Du coup, tu as commencé ta thèse après un an de coupure. Ça a été dur de se remettre dans le bain? pas vraiment. Non. J'ai réussi à me trouver dans le laboratoire aussi un tout petit contrat de 3 mois, ce qui fait que c'était pas totalement une année, c'était quelque chose comme 9 mois. Donc j'ai eu 3 petits mois de contrat d'ingénieur. Mhm. Ce qui fait que finalement, ça n'a pas été si dur que ça. Après, je suis resté un peu au courant du domaine, j'ai regardé un peu ce qui était passé comme papier. Ça allait. Franchement, t'as pas trop de soucis, je pense. Une année de césure, ça ne détruit pas les connaissances scientifiques qu'on a accumulées auparavant. Du coup, pour ta thèse, tu as dû passer un entretien. Tu sais si d'autres personnes ont passé cet entretien ou si visiblement c'était Non, orienté non, pour toi? non, non, il y avait. On est quand même sur du service public, hein, donc ça a Mhm. été fait dans les règles de l'art. Il y a eu d'autres candidats. Mhm. Désolé pour eux, mais voilà, du coup, oui, je l'ai eu après le contrat. Et du coup, les financements, ils étaient déjà prévus ou c'est quelque chose que ton équipe et toi, vous avez dû aller chercher ici et là? Non, le laboratoire est top, ils s'en étaient occupés de leur côté. C'est un financement ministériel. Donc, D'accord. ce sont des... Alors, je ne sais pas si tu en avais parlé la dernière fois, mais pour faire un point rapide, il y a différents types de financement de la thèse. Mhm. Il peut y avoir des contrats avec un industriel, il peut y avoir des contrats avec un organisme type CEA, le commissaire à l'énergie atomique, Mhm. le CNRS, je ne sais pas s'ils ont des types de contrats particuliers, c'est possible. Il y en a avec différentes agences de recherche, où il y Mhm. en a, c'est juste des thèses financées directement par le ministère. Alors, il doit y avoir plusieurs intermédiaires hein, sur la manière dont est géré l'administratif, mais voilà, on est, je suis, je suis sur un financement qui est propre au laboratoire, D'accord. Ok. Bon, par le ça service. n'a pas été
le cas de figure le plus stressant où il y a un concours à passer pour trouver des financements qui permettent de machin ensuite. C'est, Non. ça a été surtout un entretien du coup, avec, Ouais, j'imagine, ouais, ouais. ta directeur, directrice de recherche. Le directeur et le co-directeur. Ouais. D'accord. Donc deux, deux hommes, voilà, ça n'aide pas à Mm. démontrer que il y a aussi des sciences, des femmes en sciences, mais pas des sciences en Ouais, femmes. Euh, malheureusement, ouais. Parfois, la parité n'est pas encore atteinte partout. mais ça arrive. C'est En loin tout cas, la d'être là. parité, elle sera présente sur cette chaîne Twitch. Voilà. Tu as tout à fait raison. Voilà, Ouais. je le dis pour nos spectateurs. Ah, je me sers à boire, pardon. Ah, je suis très mal Mm. poli. Mais voilà, j'ai besoin de thé pour survivre. Du coup, le titre de ta thèse, il est long. Il est long. Il est affiché à l'écran pour les spectateurs. Je vais quand même le lire pour ceux qui nous écoutent, du coup, parce que on n'est pas obligé d'être en live. Donc c'est évaluation du couplage DIP FTI CRMS pour l'étude de la pyrolyse de polymères naturels et synthétiques dans le cadre du développement durable. Voilà, je reprends ma respiration. Donc c'est ce qu'on disait juste avant que le live commence, c'est que les polymères, s'ils sont pas naturels, ils sont synthétiques, s'ils sont pas synthétiques, ils sont naturels. Donc une petite partie du titre de thèse qui Mhm. peut-être fait un peu, qui rajoute un Ah, peu. Voilà. C'est plus ouais. impressionnant comme ça, c'est vrai. Alors, on va poser une question très simple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah ouais, mais c'est un titre comme ça, c'est sûr qu'il faut le décomposer. Même moi, parfois, en fait, j'ai quelques doutes sur dans quel ordre ont été mis les mots sur le titre officiel. C'est problématique. Bon, non, mais après, le titre de thèse, c'est finalement la chose, c'est pas une chose qui est très importante au cours de la thèse, hein. On est plus concentré sur la recherche qu'il y a derrière que sur C'est le sûr, titre. ça c'est sûr. Mais du coup, qu'est-ce Alors, que tu fais dans ta thèse? ouais. Faut pas être asthmatique Et pour lire on, ce titre. C'est vrai qu'il faut pas être asthmatique pour lire ce titre. ce travail, du coup, alors, évaluation du couplage du FTI-CRMS, si on prend la première partie, FTI-CRMS, ça veut dire transformé de Fourier, euh, cyc- euh, résonance cyclonique des ions, masse spectrométrique. Donc, c'est de la spectrométrie de masse, c'est de la mesure du poids des molécules. En Ok. gros, Mhm. tout ce qu'il y a avant FTICR, c'est pour dire que c'est de la très haute résolution. On travaille sur des appareils extrêmement précis. Mhm. Et on existe plein de sortes, des spectromètres de masse, certains qui vont vite, certains qui sont très précis, certains qui mesurent des très gros poids. Et voilà, nous, on est spécialisé sur être très très précis et vite. C'est ce qui est utilisé pour chauffer des échantillons. C'est une technique un peu nouvelle qu'on utilise. D'accord. Et du coup, la partie suivante, c'est étude de la pyrolyse des polymères. Alors du coup, qu'est-ce que la pyrolyse de polymères? Alors, en fait, euh, les polymères, donc, on a précisé justement naturel et synthétique parce que dans la littérature scientifique, en fait, il y a deux chemins qui sont pas mal étudiés. On peut pyrolyser des polymères naturels, donc de la cellulose, ce qui fait les feuilles de papier, Mhm. permet de fabriquer plein de choses. La lignine également, donc le bois. Mhm. Ça, on peut en faire des bio-huiles, Mhm. des biocarburants. Quand on chauffe les molécules très rapidement, on va les casser en petits bouts. Mhm. Et ces petits bouts, ils vont devenir liquides. On sera plus sur un matériau solide. Ces petits morceaux, finalement, s'ils sont dans un liquide, on va pouvoir l'utiliser comme carburant. Parce que ben, tout le monde sait que du bois ou du papier, ça brûle, quoi. Mhm. Bon, ben, la pyrolyse, en fait, ça va être adapter les paramètres pour avoir le meilleur carburant possible. D'accord. Et pareil pour les polymères synthétiques, on va pouvoir faire à peu près pareil. Certains polymères synthétiques qu'on a dans nos poubelles, eh ben, on va pouvoir les recycler. D'autres, on va pas pouvoir. C'est lié à la manière dont sont fabriqués les polymères. Typiquement, le SBS, les polymères que dans les pneumatiques, Mhm. c'est compliqué à recycler. Déjà, il y a du soufre dedans. Ouais. Et puis même la structure du polymère fait que c'est un peu un genre de plat de spaghettis très compliqué où les spaghettis seraient carrément collés les uns aux autres. Ah oui. À recycler, c'est un enfer. Et donc, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va tout casser et on va faire pareil un liquide avec plein de petites molécules dedans qu'on va pouvoir utiliser aussi comme carburant. D'accord. Alors du coup, tu prends beaucoup l'exemple du carburant. Est-ce que c'est parce que dans ta thèse, c'est un peu la direction qui est prise? La pyrolyse au polymère a vu de concevoir des biocarburants? Alors, moi, je suis sur la... En fait, c'est étonnamment, c'est un aspect avec lequel je suis un peu plus sceptique. Euh, Ces petites molécules qu'on a, en fait, on va pouvoir, je dis pour carburant, mais effectivement, il y en a certaines qui pourraient être intéressantes pour de la chimie fine, par exemple, Mhm. ou pour de la bio-industrie, pour remplacer le pétrole. D'accord.
Et c'est justement là qu'il y a un petit souci, c'est que dans la littérature, finalement, tout ce qui est indiqué sur ces biocarburants, que ça, qu'ils soient bio-huile ou de polymères synthétiques, eh ben, on en parle comme d'une alternative au pétrole. D'accord. Le problème, c'est que j'ai très peur qu'on puisse en faire du greenwashing. Parce que c'est une technique, le pétrole, c'est des milliards de tonnes, des volumes absolument pharaoniques qu'on extrait du sol. Mhm. Et ces molécules que nous, on fabrique, qui pourraient servir effectivement comme alternative, ça va être des volumes beaucoup plus petits si on se sert de nos déchets seulement, en fait. Mhm. Finalement, on fait que refaire des cycles à la boucle, et si on en perd une partie à chaque fois, en plus que tout ne finit pas en déchets, donc on a des tout petits volumes. Si on veut pouvoir en faire des volumes équivalents à ce qu'on utilise comme pétrole aujourd'hui, Mhm. il faudrait couvrir la terre de monoculture. D'accord. Et ça, et voilà. Et en fait, du coup, on peut parler de bio-huile, il y a le mot bio dedans, c'est très joli. Et je suis certain qu'on peut faire de magnifiques choses avec, mais il faut faire attention et pas faire du greenwashing avec, ce que j'ai peur qui arrive dans les années à venir, en fait. Au D'accord. fur et à mesure que le pétrole augmentera en prix inexorablement, Mhm. on va chercher des alternatives et cette solution fait partie des alternatives. D'accord, ok. Mais bon, ça peut quand même Elle avoir une doit être faite, utilité. voilà. En fait, je pense qu'elle n'ira de toute façon que en phase avec de l'économie de nos ressources. Et surtout, ça n'est qu'une solution parmi d'autres. Elle sera essentielle pour certaines applications. Mhm. Pour d'autres, il faudra faire très attention et ne pas l'appliquer bêtement partout. D'accord, ok. Eh bien, c'est très clair tout ça. Alors, du coup, la question qu'on pourrait se poser, quand Mhm. toi tu arrives le matin au labo, après Oui. avoir pris le café, thé, chocolat, boisson de ton choix, non Mhm. alcoolisé, on rappelle, hein, Non, pas le euh, matin. pas, ah, pas le matin. De toute façon, c'est toujours l'heure de l'apéro quelque part, consommé avec modération, voilà, il faut le dire. Qu'est-ce que tu fais du coup quand toi tu es au laboratoire? Alors, qu'est-ce que tu as fait parce que maintenant tu vas attaquer ta troisième année de thèse, donc Ouais. tu arrives bientôt sur la phase peut-être rédaction de ton Mhm. comment, Je vais commencer dans pas longtemps, la effectivement. rédaction de ton mémoire de thèse, hein, de ta thèse au final. Alors du coup, la première année, ça c'est ce qu'on disait avec Aurélie le mois dernier, c'est que c'est beaucoup de bibliographie. Après j'imagine qu'il y a une Ouais. partie de la bibliographie que tu as pu, entre guillemets, un peu chanter parce que tu as dû la faire pendant ton stage. Ouais, ouais, ouais. Bah, je l'ai réorganisé après pas mal, mais c'est vrai que ça a fait un petit boost de temps, quoi. C'est Mhm. ça. Alors du coup, qu'est-ce que tu as fait pendant 2 ans, 1 an et demi euh, au laboratoire? Ça a été quoi un peu tes missions? Mhm. Et quand je parle de ça, je parle évidemment des expériences que tu as dû mener, mais les autres tâches qu'on peut donner à une personne en contrat doctoral, à savoir l'enseignement, les conférences, etc., etc. Ouais. Alors moi, en général, quand je le présente, parce qu'on m'a déjà demandé ça, je dis que c'est... Alors, ça a changé au fur et à mesure des années, mais c'était 80% je dirais plutôt 70 de recherche Mhm. et 20% du reste. Donc 30% plutôt maintenant. Le reste, ça serait, pour faire la plus petite partie d'abord, des enseignements, Mhm. faire soi-même des formations, parce qu'on est encore considéré comme un étudiant, donc on doit être formé, et aller dans des congrès. Donc, ça peut être à l'international, ça peut être en France, pour présenter ses résultats et en même temps voir ce que les autres confrères, consoeurs développent dans d'autres pays ou dans d'autres laboratoires. Mhm. Sur la grosse partie du travail, ça se découpe en 4 secteurs. Il y a le travail bibliographique, donc comme on disait. Il va y avoir une partie de recherche bibliographique, pardon, de travail de labo, dans mon Mhm. cas. Donc ça va être manipuler, préparer mes échantillons, faire l'acquisition des données. Ensuite, il y a l'exploitation des données. Donc Mhm. je les ai générées, maintenant j'ai besoin d'essayer de comprendre ce qu'il y a dedans. Et ensuite, je dois le restituer. Parce que c'est une chose d'essayer de trouver des choses dans mes données, c'en est une autre de les exprimer à quelqu'un d'autre, le Mhm. restituer pour que ça soit compréhensible. Donc que ça soit rédaction de papier, mais que ça soit aussi réunion avec mes directeurs de thèse, Mhm. pour qu'ils comprennent ce que j'ai fait et que je ne sois pas tout seul à faire des choses dans mon coin, mais que ça ne s'applique jamais ou faire rien à personne. Et du coup, dans là-dedans, également, il y aura la rédaction de la thèse et des papiers scientifiques.
D'accord. Est-ce que du coup tu as publié des articles en tant que premier auteur, co-auteur? C'est en préparation. J'en ai D'accord. un qui est pas en premier auteur qui va être publié dans pas longtemps et Mhm. ceux en premier auteur, ils viendront, j'espère, en relecture. D'accord. Alors du coup, vu que tu arrives sur le dernier tiers de ta thèse, Mhm. comment tu l'as vécu cette thèse? Ça a été de vivre la thèse? Fatigant, stressant, ça a été motivant, plein d'autres adjectifs qui finissent en Euh, alors, j'ai l'impression, en tout cas, des doctorants que je vois dans mon laboratoire, déjà, on a un profil de personnes qui peuvent être assez, euh, pas très sûrs de ce qu'on fait, en fait. Mhm. Pas très sûrs de la qualité du travail qu'on fournit. Donc, D'accord. on est assez souvent inquiet ben, est-ce que je fais du bon travail? Est-ce Mhm. que ce que je fais est utile? Est-ce que je suis pas en train de fouiller quelque chose où il n'y a rien à en tirer dans les données? Ça peut arriver, malheureusement, mais c'est le principe de la recherche. Mais en fait, c'est là aussi où avoir une bonne équipe et il y a une très grosse part de social où faut bien s'entendre avec son équipe parce que ça aide finalement à remonter le moral en fait. Et, juste à savoir que d'accord, ce qu'on fait, bon, c'est peut-être pas si nul que ça. Euh, après, c'est surtout des moments de doute ouais, qu'il y a parfois, mais sinon, dans l'ensemble, je pense que c'est très positif. J'en Ouais. retire. Tu en Ouais. gardes une bonne expérience. Bon, c'est Oui, rassurant. oui. Souvent, on entend que la thèse, c'est quelque chose de très fatigant. On n'a plus de vie Ça quand on l'est. est doctorant, on a beaucoup de stress. Est-ce que tu as eu cette sensation un peu de que la thèse était un peu omniprésente au cours des 2 dernières années? Ou est-ce que tu as quand même réussi à dégager du temps pour toi, pour être avec tes proches, avec tes passions, etc. C'est vrai que ce qui m'arrive le plus de dire, c'est pas que je manque de certaines ressources c'est que je manque de temps, en fait, dans ma vie pour faire des choses perso et en même temps le travail. Mhm. C'est assez insidieux parce que parfois, une thèse, on n'a pas d'horaire fixe, en fait. Alors, ça dépend peut-être des laboratoires. Mhm. Mais dans notre cas, on n'a pas de badge, par exemple, où on compte nos heures. Donc, au final, je pense que je fais plus d'heures que il devrait être un 35 heures, quoi. D'accord. Mais, euh, mais en même temps, je le fais parce que c'est mon projet de recherche. Et il y a un côté, en fait, où on se l'approprie et du coup, on doit être vigilant parce que ça peut un peu flouter la frontière travail-vie privée. Mhm. Euh, je pense qu'on n'est pas les plus à plaindre, cependant. Mais que, voilà, il y a certains travers dans lesquels il ne faut pas tomber. Oui, oui, c'est facile d'être à fond dans son projet et d'avoir du mal à en sortir. Souvent 40 heures, 45 heures, 48 heures par semaine, ça arrive. Je rappelle que il me semble que c'est au-delà de 42 heures ou 48 heures, un des deux. Il n'est pas légal en France de travailler plus de 42 ou 48 heures par semaine. Voilà. Donc surveille tes heures quand même, évite d'être Oui. dans l'illégalité, ce serait dommage. Donc tu vas attaquer la rédaction de ta thèse, ta soutenance du coup qui devra arriver d'ici un an. Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète, la soutenance de la thèse, ou est-ce que tu vois ça comme une formalité? Parce que parfois on peut lire que généralement, voilà, si on arrive à la soutenance, c'est un petit peu dans la poche, qu'en soit la soutenance est plus cérémonielle que une vraie épreuve à franchir pour pouvoir obtenir le doctorat. Alors, effectivement, en général, j'en entends la même chose, hein. En général, si on arrive à la soutenance, il y a rarement des cas où on interdit aux doctorants de soutenir. Cependant, la soutenance, en fait, c'est pas vraiment ça qui est important dedans, je pense. C'est que on fait venir de France. Alors, je crois qu'en France, c'est autorisé que des chercheurs français. Il y a tout un comité, en fait, qui est là pour évaluer ton travail et accorder le titre de docteur, certes, mais ils sont aussi là pour venir discuter science. Et donc échanger sur ce qu'ils ont pensé du travail, ce qu'ils pensent qui pourrait être utile au laboratoire à explorer plus tard, ou même au doctorant si il peut continuer le projet de recherche d'une manière ou d'une autre. Et en même temps, ben, ces chercheurs-là, peut-être que ça peut leur apporter aussi quelque chose, de voir, d'avoir des idées pour eux-mêmes leur propre sujet de recherche. C'est un moment d'échange scientifique, en fait, D'accord. la soutenance. Ce qui est plus stressant, c'est la rédaction. Euh, donc là, tu en as un peu parlé, du coup, de
l'ouverture sur la suite. Ouais. Est-ce que tu as déjà commencé à penser à ça, à faire un postdoc, donc avoir un contrat postdoctoral? Alors je rappelle aussi que du coup le contrat doctoral, ce qu'on appelle communément la thèse, c'est un CDD, donc un contrat à durée déterminée. En sciences, on va dire, dures, même si j'ai pas le terme, en physique-chimie, on va dire, c'est des contrats qui durent généralement 3 ans. Pour les sciences Ouais. sociales et humaines, ça peut être plus long. Des fois, les expériences à mener ou la bibliographie à parcourir, ça peut être plus long. Et que du coup, le contrat postdoctoral qui souvent fait suite au contrat doctoral, lui aussi est un CDD. C'est-à-dire que la vie de chercheur sur les 6 premières années, c'est une vie qui se mène de CDD en CDD. Donc pas beaucoup de stabilité, forcément, il faut le trouver, le contrat postdoctoral. Est-ce que du coup tu as déjà réfléchi à oui ou non un contrat postdoctoral? Si oui, où ça? Quel sujet? Sinon, pourquoi pas? En fait, le contrat postdoctoral, effectivement, j'aimerais bien en faire un. Alors, globalement, finalement, quand on y réfléchit de manière brute, je dirais, ça paraît pas très intéressant parce que quand on finit une thèse, on est déjà dans la deuxième moitié de la vingtaine. Après un contrat postdoctoral, finalement, on arrive déjà au début de la trentaine. On n'a toujours pas de position stable, donc c'est assez compliqué en vrai, hein, de ce point de vue-là. La carotte au bout du bâton, c'est d'essayer de pouvoir avoir un poste permanent comme enseignant-chercheur ou comme ingénieur de recherche dans un laboratoire. Auparavant, ben, un doctorat suffisait, et puis maintenant, ben, vu qu'il y a plus de personnes, et qu'il y a moins de postes, hein, que parfois certains postes ne sont même pas renouvelés, et ben, on finit par juste augmenter les critères finalement, ce qui est dommage, enfin, de mon point de vue. Mais donc, ouais, si j'en trouve un, ça serait bien. Ce qu'on dit en général, ce qui m'a été conseillé, c'est qu'il faut au minimum que soit je garde ma technique d'analyse, si je trouve un postdoc, où j'ai fait ma thèse, soit je garde le type d'échantillon, la problématique, en quelque sorte. Je dois garder au moins un des deux éléments, et l'autre, je peux le changer, justement. Comme ça fait découvrir autre chose. On peut aller en France, on peut ne pas aller en France. C'est conseillé de sortir de France, effectivement, encore une fois, parce que ben, forcément, ça rend encore plus ton profil différent. Je déteste ça, mais c'est finalement, on met les gens en compétition, quoi, parce qu'il y a trop peu de postes. D'accord. Euh, Après, très franchement, si je ne trouve pas de contrat qui me plaît, ou alors si ceux pour lesquels je suis pris, enfin, qui me plaisent, pour cela, je ne suis pas pris, tant pis. Je vais faire autre chose, et j'aurais fait une thèse, mais peut-être que je vais plutôt me plaire dans l'enseignement, ou peut-être que je trouverai un contrat dans le privé Mhm. en tant qu'ingénieur. Je sais pas. Alors là, Et je. malgré, Non, vas-y, oui, vas-y, vas-y. vas-y. Je t'en prie. Non, non, mais j'allais dire, malgré le fait que ben, j'en suis à la deuxième année de thèse, donc un bac plus 7, et ben, je sais toujours pas ce que je ferai comme travail plus tard. Alors, ce que j'allais dire, c'est que là où on pourrait se dire effectivement trouver un travail à l'étranger, selon que les contrats postdoctoraux ils existent, à l'étranger, on pourrait se dire que c'est facile, ça peut être attrayant, comme ça, on peut se dire oh, ce serait super de travailler au Japon, etc. Là, le problème, c'est que du coup, on part sur un CDD qui aussi est généralement de 3 ans, donc ça implique nécessairement un déménagement parfois très loin. Mhm. Généralement, comment, les chercheurs occidentaux, ben, il y a l'option Union Européenne, l'option Amérique du Nord ou l'option Japon qui Ouais. s'élève. On a tendance à rester dans la culture occidentale, donc Australie, Nouvelle-Zélande aussi. Donc ça fait parfois très loin, et donc ça fait 3 ans loin de ses amis, de sa famille, etc. Donc c'est pas forcément facile. Donc c'est bien d'en parler, parce que du coup on voit que la vie de chercheur, sur le début en tout cas, c'est quelque chose de très, très compliqué, mine de rien. Il faut trouver des contrats tout le temps, il faut trouver des financements, et parfois il faut être loin aussi. Mhm. C'est pas Euh, forcément 3 ans, le postdoc. oui, Ça peut être juste une année. c'est vrai. Ça peut être une année, 2 ans, mais c'est pas une durée fixe, disons comme ça. Je conseillerais d'ailleurs, je connais pas mal de gens qui ont fait des contrats postdoc, éviter les États-Unis. Les États-Unis ont une manière de travailler qui est que ils pressent le citron, en fait. D'accord, Il y a quelqu'un qui arrive, ils veulent en extraire le plus possible de travail et de jus, quitte à le casser après. ok. Donc, tu ne recommanderais pas les États-Unis en 2025.
par exemple. Étonnamment, non. Même avant, hein, je pense que c'était pas top top, mais Ah, ça sera pire pour la suite. voilà. Pour ceux qui ont la référence, on parle des événements qui ont eu lieu récemment aux États-Unis. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça y est, j'en perds mes questions. J'en perds mes questions que j'ai sur le côté, évidemment. Blablabla, ça c'est fait, ça c'est fait. Ah si, une chose dont on n'a pas parlé, t'as un peu Mhm. abordé tout ça du long. Tu as dit que durant ton stage de F2, du coup tu as eu un beau contact avec du coup, tes maîtres de stage de l'époque, l'équipe du laboratoire, que là, entre Mhm. doctorants, vous vous souteniez mutuellement parce que vous étiez une équipe d'inquiets et de Mhm. stressés, voilà. Comment ça s'est passé l'intégration au laboratoire justement? Parce que du coup, le contrat doctoral, c'est un peu en fait, on va dire, ta première expérience professionnelle de Mhm. manière générale. Hein. C'est là où on rentre vraiment dans le vif du sujet d'un point de vue professionnel. Est-ce que ça a été justement l'intégration au laboratoire avec les équipes, les directeurs de thèse, etc. Bah, dans mon cas, en fait, franchement, je suis chanceux parce que c'était mes profs, en fait. D'accord. C'était un laboratoire de personnes que je connaissais déjà, qui connaissaient mon profil, vu que j'étais un de leurs étudiants. Mhm. Donc, l'intégration, ça fait sans problème à ce niveau-là. C'est vraiment pas un souci quand c'est des profs. Alors, parce que c'est des profs bien et humainement super. S'il y a des profs problématiques, il y a des choses qui sont mises en place, notamment au niveau soit des laboratoires, soit des écoles doctorales, Mhm. pour venir en aide aux doctorants. D'accord. Alors, c'est imparfait, parfois, d'accord, mais il y a des méthodes pour le signaler. Et c'est pas normal si parfois il y a des comportements qui sont pas normaux de la part d'équipes de chercheurs, quoi. D'accord. Mais dans ton cas, ça a été. Non, dans mon cas, franchement, l'équipe est incroyable. Il y a aucun souci. Et ben, je trouve ça c'est intéressant. Enfin, intéressant. Si, c'est intéressant. C'est que comme Aurélie, en fait, tu as un point commun qu'Aurélie, mis à part le fait que on était ensemble à la fac, ce point commun, c'est qu'au final, ton sujet de thèse et là au laboratoire, en fait, tout ça, ça s'est bien passé parce qu'au final, tu étais bien entouré. Tu as eu un bon relationnel durant ton Mhm. stage et ça a forcément, même si on n'espère pas trop pour pas être désavantager les autres, mais ça a forcément pesé dans ton. Salut les BG carrément. Eh ben dis donc, c'est très gentil, éternel diamant, merci. Ça a forcément pesé dans la balance. Est-ce que Mhm. tu penses que malgré le fait que ce soit des contrats dans le monde de la science, hein, donc le monde un peu de la logique et des faits, de la raison, est-ce que tu dirais que le relationnel, ça a son importance autant que dans n'importe quelle profession où raisin sec pour les intimes et pierre pour les très intimes? Dis donc. Du coup, on est tous très intimes vu qu'on sait. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ça me perturbe dans mes questions. Est-ce que tu dirais que le relationnel est tout aussi important dans le monde de la thèse que n'importe où ailleurs dans le monde professionnel? Alors, oui, mais ça dépend ce qu'on entend par relationnel, je pense. Euh, c'est important. En fait, on travaille en sciences, donc, ok, on a besoin de logique, Mhm. effectivement, de trouver des résultats scientifiques, de les comprendre, de les interpréter, mais on a besoin de les communiquer. Et c'est la base de la science aussi, de la partager et de réfléchir ensemble. Il y a vraiment un côté très intelligence sociale à avoir quand on travaille dans les sciences. Si on est un gros égoïste, bah parfois on va réussir quand même à avoir un poste important au CNRS peut-être, ou je sais pas, mais ça fera pas de toi quelqu'un de forcément très utile à la science en fait. Il va y avoir une partie de communication qui sera essentielle et le bien-être de ces co-chercheurs, va être important pour qu'ils donnent un travail de qualité. Donc, je dirais que c'est important pour, en fait, c'est pas, ce que je dis, c'est pas être très sociable. C'est juste, être empathique avec les autres et, euh, et comprendre ce qu'ils font comme travail et les aider quand c'est possible. Ok. Ok, ok. Eh ben, je contrôle quand même, hein. Est-ce que je t'ai tout demandé? Est-ce que j'ai demandé tout ce que j'avais à demander? Gna, 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 gna. Ça c'est bon, ça c'est bon. La thèse s'est bien passée, c'est super. Si tu veux, il y a un point dont on n'a pas trop parlé, dont on n'a pas trop parlé la dernière fois, c'est les écoles doctorales. Oui, c'est vrai. Ça, et en plus, là, je me souviens que j'ai un post-it pour me souvenir d'un truc dont je dois parler, dont j'ai pas parlé.
Donc c'est bien, ça me fait deux trucs. Bah vas-y, voilà. Vu que tu fais les questions, parle-nous des écoles doctorales. Voilà. Alors, Je quand on m'emmène rentre mon en thèse, micro. on est affecté à une école doctorale. Mhm. Alors, le fonctionnement sur les régions de France diffère. Donc, ce que je dis ne vaut pas pour toutes les écoles doctorales. Du coup, ça Mais vaut en pour gros, l'université de Lorraine dans ton cas, je le précise oui, quand même. oui. L'école doctorale, c'est un organisme qui s'occupe d'une partie de l'administratif pour nous, à qui on transmet nos papiers. Euh, je suis en train de lire le chat, du coup, je me perds dans ce que je disais. Oui, oui, non mais c'est perturbant. C'est perturbant, et c'est un exercice. Donc, je disais que l'école doctorale, voilà, c'est un organisme auquel on est affecté quand on commence sa thèse, qui s'occupe de nos papiers. C'est eux qui nous délivrent nos certificats de scolarité. Mhm. Donc, c'est à eux que l'on paye notre inscription. Euh, en fait, c'est eux qui nous proposent des formations. C'est eux qui nous délivrent le titre également de docteur. Si on n'a pas fait toutes les formations qu'ils demandaient, on n'a pas notre titre de docteur à la fin. C'est eux qui vont. Alors, la relation principale que j'ai avec eux, c'est vis-à-vis de ces histoires de formation. Et alors, d'un côté, c'est bien, et d'un autre côté, c'est mal fait, c'est une épine dans le pied pour la plupart des doctorants que je connais, parce que on doit remplir des quotas. Il y a ce quota de telle formation qu'on doit remplir, il y a le quota de telle formation. Certaines sont très intéressantes. On est notamment formé à l'éthique scientifique. Mhm. On doit être évalué en anglais. C'est la manière de l'école doctorale de vérifier que bah, je pense qu'on est capable de travailler et de faire notre travail de thèse, parce que très franchement, être un chercheur, à mon avis, en physique, chimie, mathématiques, ce genre de choses, sans pouvoir lire de l'anglais, c'est pas possible. C'est juste, tout se fait en anglais, malheureusement, hein, mais c'est comme ça. Et après, il y a des formations qu'ils appellent transverses, qui sont un peu plus embêtantes. Parce que c'est parfois des choses du management, euh, je n'ai plus trop en tête, mais je sais qu'il y avait des formations que je trouvais un peu critiques ou limites en termes de scientifiques, mais je ne me souviens plus, donc je vais pas donner de détails, je suis pas certain. Globalement, c'est dommage, ils devraient profiter du fait de la multidisciplinarité des sciences pour nous proposer, par exemple, des cours de M2 qui ont lieu à l'Université de Lorraine, ce genre de choses. Mhm. Sauf que c'est pas dans les clous, et donc finalement, l'école doctorale ne joue pas son rôle de nous assister dans notre Ok. Donc ils sont là, oui, ils sont là surtout pour vous faire remplir un peu des cases et des choses à formation. faire, voilà, et comme ça. Moi je suis content parce que je viens de percuter qui est le Pierre qu'il y a dans le chat. Je me suis dit, ah non, c'est pas ce Pierre là, c'est l'autre Pierre, donc je suis content. Oui, donc non, Akram, je confirme, c'est pas le Pierre que tu crois. Voilà, c'est C'est d'accord. un jeune docteur dans le chat. Oui, mais le Pierre que Akram croit, c'est aussi un jeune docteur. Mais c'est. Ah, Mais oui, j'imagine que toi c'est un Pierre de chimie du coup, et oui. nous c'est un Pierre de physique, forcément. Voilà, donc c'est pas le même. Euh, donc l'école doctorale, visiblement surtout là pour vous embêter, hein, vous les thésards. On dit pas Non, on thésards va parce pas que dire c'est un ça, peu. parce qu'après, Voilà. mais oui, enfin, il y a quelques soucis. Oui. Et Ah, le point que je sais que j'ai pas abordé, tu l'as dit toi-même, tu es bac plus 7 actuellement, tu te diriges vers un bac plus 8 avec mhm. l'obtention de ta thèse et le titre de docteur, attention, hein, ça rigole plus. Le salaire moyen d'un bac plus 5 en France. Alors je dis un bac plus 5 parce que du coup ça inclut les ingénieurs. Le salaire Mhm. moyen d'un bac plus 5 en France qui commencerait sa carrière, il oscille généralement entre 28 000 euros bruts par an et 32 000 euros bruts par an. Donc on est sur un salaire confortable, on va dire. Toi qui es bac plus 7, est-ce que tu dirais que tu gagnes autant que ça ou que la rémunération en tant que jeune chercheur n'est pas à la hauteur du chiffre après le plus dans bac plus? Je connais pas ma rémunération brute. C'est pas, alors ça dépend des contrats doctoraux. C'est pas super bien rémunéré. Ouais. Pas toujours. On est quand même au-dessus du SMIC, donc moi j'arrive à vivre sans avoir un de privé. Mhm. Ça va. De toute façon, je peux le dire, hein, c'est dans le domaine public. Mon salaire en net, alors je crois que c'est un peu en dessous de 1007 sans les enseignements, et c'est un peu en dessous de 1008 avec les enseignements. Quelque chose comme ça, avant retrait des impôts sur le revenu. Donc en net par mois.
Donc c'est suffisant pour vivre. C'est pas mirobolant, mais en fait, je suis pas dans ce travail pour le salaire. Donc tant que j'ai de quoi vivre et préparer pour la suite, pour un logement, une voiture, etc., eh ben, j'ai pas à m'en plaindre, je pense. Ok. Alors, bon, généralement, c'est quand même rare les personnes qui font des thèses et qui sont dans la recherche pour le salaire, justement. Et Ils se sont trompés. est-ce que tu penses que il n'y a pas ce côté un peu. On sait que les chercheurs ne sont pas là-dedans pour le pognon, et donc on les paye un peu moins, c'est pas grave. Je sais pas trop. Je sais pas. Je veux pas donner des intentions à des personnes que je ne connais pas, mais il y a peut-être un peu de ça. Il y a peut-être aussi le fait que, ben, au final, au fur et à mesure, ce genre de postes, de métiers ont moins progressé en salaire que d'autres domaines de profession. Donc, Je ne saurais pas l'expliquer, mais peut-être qu'on se fait un peu arnaquer, oui. Peut-être qu'au final, je sais que si je vais dans le privé, je serai payé plus, mais en même temps, ma qualité de travail, enfin, que ma qualité de vie au travail ne sera sûrement pas la même. hmm. Ce qui n'est pas négligeable, hein, la qualité Tout à fait. de vie au travail, hein, souvent, quand elle n'est pas présente, ça amène le burn-out. Mhm. Souvent, le burn-out, c'est trop de travail ou aussi un manque de reconnaissance au travail. Donc, avoir de bonnes conditions de travail, c'est aussi quelque chose de très important qu'il ne faut pas négliger. Tout à fait. Écoute, moi, à titre personnel, je n'ai plus de questions. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on passe aux questions qui viendraient du chat, si le chat a des questions. Donc, normalement, parce que ça n'a pas marché le mois dernier, ma transition fonctionne. Ma transition fonctionne, c'est génial. Est-ce que le chat a des questions pour Théo? Ayez des questions, s'il vous plaît. Parce qu'après, sinon, l'écran est vide. Écrivez des trucs au moins. Voilà. Voilà. Donc là, il y a le temps qu'ils écrivent les questions, forcément. Il y a... Bah oui, il y a un Qu'est-ce- petit blanc. ouais. Et en plus, si les questions font la même longueur que des trucs, merci Elio d'écrire des trucs dans le chat, ce n'est pas une question. Tu aurais pu mettre des trucs, point d'interrogation. Voilà. Donc j'allais dire que ouais, si les questions en plus elles font la taille du titre de la thèse, on n'est pas rendu. On n'est pas rendu. Des Après, trucs, point d'interrogation, merci. je réfléchissais à cette histoire de salaire aussi. Il y a le Mhm. fait qu'on a la promesse derrière qu'on espère un jour être, mais c'est une carotte au bout d'un bâton, d'être fonctionnaire un jour, en fait. Ah oui, Et bien sûr. on l'est clairement pas là, mais juste, Le chat n'a pas de questions, c'est terrible. C'est terrible. Ils ont rien à dire. Oh là là. c'était pas intéressant ce que je raconte. Non, si, c'était très bien. Si, c'était très bien. Tu dis pas ça, c'est pas vrai. Voilà, on sent, voilà, déjà là, t'es en train de dénigrer ton travail. Ça suffit. Oui, bah tu vois, C'est ça. c'est un trait des doctorants en Il a général, je tout pense. bien expliqué. Ouais, voilà. Exactement, voilà, ou alors c'était très bien expliqué, tu vois. Tu vois. Mhm. De toute façon, j'avais aucun doute quand je t'ai demandé de venir que ce serait très bien expliqué. Bon, Akram, là, au lieu de discuter avec Pierre dans le chat, t'as pas une question à poser? Hein? Ou Pierre d'ailleurs, t'as pas une question à poser? Hein? Hein? Non, parce que pour discuter, il y a du monde. Voilà. Ah! C'est quoi l'avantage? J'ai l'impression qu'il y a, il y, a, il y, a, il y, a, il y a une private joke derrière cette question, mais je vais la dire quand Non, même. non, pas du tout, mais C'est quoi l'avantage de la spectrométrie de masse très haute résolution? C'est vrai qu'on pourrait se dire, mais pourquoi t'étudies pas ta pyrolyse de polymère avec autre chose que de la spectrométrie de masse très haute résolution? Bon, très haute résolution, on se doute que forcément c'est mieux que de la basse résolution, hein, on est d'accord. On se souvient tous Mhm. des vidéos en 360p sur YouTube, c'était affreux. Bah, pas Et forcément, hein, parce que les vidéos de 360p, finalement, elle va plus vite à charger. c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que le temps n'est pas aussi quelque chose de précieux? Bon, du coup, c'est quoi l'avantage de la spectrométrie de masse dans le cadre de ta thèse? Alors, en fait, la spectrométrie de masse, c'est juste une méthode pour peser des molécules. Et Mhm, donc, on les pèse. Alors, elles sont transformées sous forme d'ions, elles sont juste électrifiées, en quelque sorte, elles ont une charge électrique. On peut les peser, et quand on a de la très haute résolution, on va les peser tellement précisément qu'on va voir les différences entre un atome de carbone et d'oxygène. mhm, Ce qui fait que je saurai combien il y a d'atomes de carbone et combien il y a d'atomes d'oxygène dans ma molécule. mhm. Et donc, on va commencer à pouvoir, si on en a beaucoup des molécules, commencer à déterminer
euh, des tendances dans les fonctions chimiques qu'il peut y avoir, même pas forcément, mais au moins juste dans les familles de composés qu'on retrouve. En D'accord. gros, sans avoir de standard, on va pouvoir quand même obtenir ce qu'on appelle la formule brute de la molécule. Donc CX, HY, ON, le nombre d'atomes Dans qu'il y la aura à molécule. l'intérieur. De chaque Ouais, atome dans la molécule, si c'est une molécule qui contient plusieurs atomes. Voilà. Moi, j'espère que Pierre, du coup, est content. Voilà. De savoir pourquoi c'est génial la spectrométrie de masse. Très haute résolution. Attention. très haute. Très haute ou ça va? Non, non, c'est l'appareil que j'utilise possède la plus haute résolution qui existe. Ah, c'est pas mal. Comme quoi, il y a du budget, Ouais. mine de rien, derrière une thèse. Ouais, bah oui. Après, c'est partagé en plusieurs projets de recherche. Oula. Alors, oui, ça m'étonne pas. Les études, c'est généralement très stressant. Enfin, la vie en général, MDR. Mhm. Mais est-ce que, à titre personnel, tu trouves que toutes ces années valent le coup de faire ce que tu fais actuellement? Car je pense que ça peut décourager certaines personnes, mais trouves-tu une satisfaction après toutes ces années? Euh, ouais, je pense, oui, oui. Vraiment. euh, alors, on n'est plus vraiment dans des études. C'est un peu un effet intermédiaire, un peu particulier, la thèse. Théo, il faut juste que je Parce qu'on, t'interrompe 30 secondes, parce qu'il faut que oui, je m'absente vraiment 2 minutes. Je te laisse répondre à la question et je reviens tout de suite. il n'y a pas de. Euh, donc, je disais que globalement, ouais, c'est une question aussi de. Ça devient le quotidien. Alors, non, du coup, j'ai perdu le fil de ce que je racontais. C'est plus vraiment des études, la thèse, parce que d'accord, on reçoit encore quelques formations, mais finalement, ça ne va pas différer tellement d'une formation qu'on pourrait recevoir en entreprise, je pense. Euh, donc, c'est plus une histoire de formation tout au long de la vie qu'on cherche maintenant à faire un peu partout. Par contre, on a des aspects en plus, l'enseignement de recherche, donc c'est presque plus un travail. Par contre, le côté, ce qu'on apprend à la fac, on est encore en plein dedans. C'est-à-dire que les sciences, vraiment le côté fondamental de la recherche et tout, c'est des choses dans lesquelles on est encore plongé. Et si on appréciait ça quand on faisait les études, sans avoir, et qu'on en retire le stress des examens, bah finalement, si ça nous plaisait déjà avant, ça continue de nous plaire. Donc on le fait pas forcément pour un but, c'est arriver au titre de docteur, mais on le fait juste parce que c'est plaisant en fait de chercher dans des échantillons ce qu'on trouve et d'un seul coup, un soir, avoir un coup de réalisation que non, ma théorie, elle marche, effectivement. Et c'est grisant, en fait. Voilà. Bah, t'as loupé toute la réponse, hein, maintenant. Hmm. Et du coup, je serai obligé de regarder le replay qui sera disponible sur YouTube et Spotify et sur Twitch. Comme ça me permet de faire ma pub en même temps, c'est très bien. Alors, oh tiens donc, une personne déjà connue sur cette chaîne. Tu n'as pas peur de ne pas retrouver ça si tu travailles en industrie plutôt qu'en recherche après ta thèse, nous demande une personne très charmante. Non, mais ouais, tout à fait raison, ouais. Mais effectivement, ouais, ça peut être une inquiétude. Le fait est que le privé a ses avantages, mais on va pas être libre de la recherche qu'on fait. On va nous dire, bah, il faut faire de la recherche là-dessus et tu n'as pas le temps d'explorer cet aspect de la thèse. Donc, de la thèse, pardon, de la recherche. Peut-être qu'il y a un sujet qu'on aimerait plus approfondir, mais qu'on nous autoriserait pas. Donc, ouais, le privé. C'est pour ça que moi, je pense que si je ne trouve pas de travail dans le public plus tard, je vais peut-être plutôt m'orienter vers l'enseignement. Ça demande reconversion parce que c'est un autre métier. Tout à fait. On rappelle que l'enseignement, même s'il y a beaucoup de contrats contractuels qui sont proposés, ça reste quelque chose de particulier. C'est un métier en Ouais. soi. On ne peut pas se jeter dans l'enseignement à corps perdu sans forcément avoir au moins un peu de pédagogie. Bonjour, j'arrive en retard. Ah bah oui, c'est beaucoup de retard parce que c'est la fin quand même. Ça fait beaucoup de retard. Les étudiants m'ont jamais fait ça. Être en retard, tu veux dire? À ce point, non. Non, mais je plaisante. Pas grave. Il y a plein d'étudiants qui sont en retard. Toujours, généralement, Oui, s'ils oui. sont à l'heure, c'est juste parce qu'ils ont fait la fête la veille et ils se sont dit faut absolument qu'on aille en cours, sinon on va avoir des problèmes. Du coup, ils arrivent en cours, mais ils sont comme ça.
Bon, bah, triste cire, du coup, t'as loupé quand même plein de choses, hein, on te le dit. Hein. T'as loupé un nom de thèse en chimie long comme le bras, qui est Mm. étude, non, c'est évaluation du couplage DIPFT machin truc CR MS sur l'étude JPTICL. ouais, sur l'étude de la pyrolyse de polymères naturels et synthétiques dans le cadre du développement durable. Eh, ça rentre, hein. Ça a pris toute la vidéo pour C'est dire le ça. titre. Oui. On peut revenir à l'écran précédent hein, pour qu'on puisse voir le titre. Voilà, évaluation du couplage DIP, FTI, CRMS pour l'étude de la pyrolyse de polymères naturels et synthétiques dans le cadre du développement durable. Ce qui n'est pas négligeable en termes de titre. Est-ce que Triste Cire a une question comme ça pour Théo? Voilà, ça, je le force, ou je la force, à poser des questions. On ne sait pas. Bah, elle a rien entendu, donc il ou elle, C'est ça. je pense. Ça se trouve, il va y avoir une question auquel personne n'a pensé. On va se dire, mais bien sûr, c'est ça qu'il faut. Bah là, du coup, attendre que la personne écrive sa question. Ça a été sinon la thèse quand même. Oui. Bah oui, 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 oui. C'est finalement dans l'ensemble, c'est positif. Forcément, je pense qu'il n'y a pas de métier où on va dire oh là là, c'est parfait dans tous les sens. Il y a toujours des côtés qui sont plus ou moins agréables, des moments plus ou moins compliqués. Mais quand on est avec une bonne équipe et avec un sujet qui nous plaît, ça se passe bien. Ça se passe bien, d'accord. Après, elle n'est pas terminée, hein, donc si ça se trouve, je vais en chier pendant la rédaction. 2 ans super, et puis on revient l'année prochaine. C'était affreux. J'ai pas encore assez de recul, hein. Finalement, peut-être qu'il faudra quelqu'un qui a terminé sa thèse, ou qui arrivera à avoir quelqu'un de temps, Hmm. pour être intéressant d'avoir ce point de vue également. C'est prévu. On va avoir. Enfin, j'espère avoir quelqu'un qui est dans la phase finale de sa thèse pour le mois prochain. À voir en fonction des disponibilités. Mhm. Je dis pas plus, parce qu'il n'y a rien n'est sûr. Autant toi, D'accord. j'ai un peu révélé le mois dernier, parce que je t'en avais déjà un peu parlé. Mais autant Mhm. là, peut-être un post-doc le mois prochain. Ah, peut-être, pourquoi pas aussi. Voilà. Mais il faut les trouver, les post-docs aussi, ils sont loin. Puis après, il y a le décalage horaire avec le Japon, n'est-ce pas? Je dis ça parce que la personne qui vient de poser la dernière question était au Japon récemment. Mais bon, Euh, oui. voilà. Bon, eh ben, si. Il va être 4 heures. J'avais dit que ça durait à peu près 1 heure. Hein, quand je Mhm. demande aux gens de venir, toi et Aurélie, j'annonce généralement qu'on finit vers 4 heures. Il est 4 heures moins 2. Je pense qu'on peut dire qu'on a fini. Que le live du coup sera disponible bientôt sur YouTube et Spotify. Voilà, faut que je m'y mette. Puis il va être du coup sur Twitch forcément. Je pense qu'on peut remercier Théo, moi et le chat pour Mhm. déjà toutes tes réponses, ton temps, mais aussi cette pédagogie que tu as, hein, que tu as toujours plus ou moins eu. Voilà. Merci à toi. Mais Merci je au t'en chat. mais je t'en prie, je t'en prie. Voilà. Je dis toujours plus ou moins parce que tu as été d'une grande aide pour que je valide ma licence de physique. Donc, enfin, la première année au moins et la deuxième aussi. Donc voilà, merci à toi. Et du coup, ben, Merci. je souhaite à tout le monde de passer une bonne fin d'après-midi, hein, parce que mine de rien, dans 1 heure, il fait nuit. J'en profite aussi pour vous dire que actuellement dans le ciel, quand le soleil se couche, vous pouvez admirer Vénus. Et dans la constellation du Verseau, il y a Saturne. Voilà, donc c'est toujours sympa à regarder, de se dire oh des planètes dans le ciel. Voilà, je fais de la pub un peu. Et merci pour dire que c'est une très belle initiative de la chaîne. Bonne soirée à tous et à la prochaine. Au mois prochain, le 14 décembre, si je dis pas de bêtises.